Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Sur les coteaux de la rivière Vézère au nord de Brive-la-Gaillarde, quelques passionnés ont relevé un pari fou au début des années 2000, faire renaître le vignoble corrézien de leurs parents ou grands-parents. Sous l'impulsion du chef étoilé Albert Parvot et de l'œnologue angevin fondateur de l'Institut du goût Jacques Puiset, la cave des coteaux de la Vézère a ainsi vu le jour. Aujourd'hui, elle cultive 24 hectares de vignes et réunit 60 associés, tous s'enracinés en Corrèze. Coteaux de la Vézère, une cave, 60 associés, un rêve corrézien. Bonjour. Bonjour. Monsieur Maury peut-être. Oui. Enchanté. Enchanté. Fabrice Tessier. On vient prendre un petit peu de votre temps précieux en Corrèze. Alors en arrivant jusque chez vous, j'ai eu une impression un petit peu curieuse. J'avais l'impression d'être en Bretagne. Est-ce que j'exagère ? Alors Bretagne, parce que d'abord il pleut un peu, donc, mais c'est comme en Bretagne, il pleut rarement. Et puis parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, on a des collines d'ardoises. En Bretagne aussi, d'ailleurs, il y a beaucoup de collines d'ardoises. Donc effectivement, notre pays peut ressembler à la Bretagne. C'est saisissant, le noir du schiste ou le bleu du schiste domine du côté des coteaux de la Vézère. Alors c'est le vert de la campagne, la Corrèze, et puis également c'est effectivement le bleu, ce bleu soutenu, ce bleu foncé, ce bleu noir des ardoisières, des ardoises qui fait la richesse économique et surtout même la richesse viticole, puisque la particularité de notre vignoble, c'est qu'il est 100% sur du schiste. 100% sur du schiste. Bien entendu. C'est unique en Corrèze, je dirais, ce schiste. Effectivement, nous sommes les seuls en Corrèze. Le vignoble corrézien n'est pas un vignoble très, très, très grand et nous sommes les seuls à avoir un domaine entièrement sur du schiste et nous y tenons pour des raisons à la fois de qualité, bien sûr, et d'appellation. Alors, l'histoire des coteaux de la Vézère et peut-être l'histoire aussi de la viticulture dans cette partie de la Corrèze, c'est une histoire récente? C'est une histoire qui a été relancée? Non, ce n'est pas une histoire récente, c'est une histoire qui a 15 siècles, puisque je le dis souvent à des touristes qui découvrent pour la première fois notre vignoble que déjà, il y a 15 siècles, les moines de Limoges vantaient la qualité des vins, la qualité du vignoble sur le bassin de Brive, le nord du bassin de Brive, là où sont implantées nos vignes. On est à 20 minutes de Brive. Hein, on est à une petite vingtaine de minutes de Brive, bien sûr, et nous sommes dans le sud de la Corrèze, bien sûr. Sachant que le sud de la Corrèze, comme beaucoup le savent, mais tout le monde ne le sait pas, le sud de la Corrèze, le bassin de Brive, n'est pas dans le Massif central. Géologiquement et climatiquement, nous sommes plutôt en Aquitaine. Vous tenez à préciser. Oui, je tiens à le préciser parce que certains ont une image de la Corrèze qui est souvent l'image de la Haute-Corrèze, donc des sapins, de la neige, il y a de moins en moins de neige, mais quand même, un pays très très vert, un pays de culture pas forcément viticole, alors que dans le bassin de Brive, climatiquement, nous sommes comparables au climat de Périgueux, voire au climat de Bergerac, et en plus, nous sommes avec des influences océaniques très fortes. Donc, un terroir typiquement fait pour de la vigne. Vous l'évoquiez, 15 siècles d'histoire dans cette partie de la Corrèze et, comme dans beaucoup d'endroits, bien au-delà de la Corrèze d'ailleurs, une viticulture qui s'est un petit peu éteinte, endormie. Comme partout en France et même en Europe, hein, le phylloxéra à la fin du 19e siècle a ravagé l'ensemble du vignoble, mais il faut savoir par exemple, et peu de gens le savent, que dans le bassin de Brive, l'apogée du vignoble pendant 14 siècles, l'apogée étant juste avant le phylloxéra, donc aux environs de 1850-1860, il y avait plus de 16 000 hectares de vignes dans le bassin de Brive. L'équivalent de ce qu'on trouve en Alsace aujourd'hui. L'équivalent de l'Alsace, exactement, ou en tout cas un peu moins que l'Alsace d'aujourd'hui, mais pas loin de l'Alsace d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y avait une culture viticole, une culture vigne, 100% dans le bassin. Il n'y avait pratiquement rien d'autre. Sur les coteaux de la Vézère, cette histoire a redémarré quand ?
Alors cette histoire, elle a redémarré. Peut-être qu'elle n'a jamais cessé d'être. Alors elle a cessé puisque très peu de viticulteurs d'avant le phylloxéra ont continué. La plupart des activités ont été remplacées par des activités maraîchères ou l'exploitation d'ardoises, puisque il y a par exemple ici à 2 pas d'ici, sur la commune d'Alassac, sur la commune... Peut-être aller à l'extérieur pour que vous me parliez un petit peu de l'environnement. Oui, comme vous pouvez le voir, sur les collines ici, à 1 kilomètre d'ici, vous avez des carrières d'ardoises qui sont encore exploitées et qui permettent d'extraire des ardoises de couverture, des ardoises de construction. Et donc, pendant un siècle à peu près, entre la fin du 19e et les années 1970-1980, il n'y avait pratiquement plus de vignes, si ce n'est ce que j'appelle des vignes de grand-père, c'est-à-dire des vignes familiales. Et ce n'est que dans les années 1970-1980 que la viticulture professionnelle, si j'ose dire, la viticulture de vignerons a redémarré. Nous, notre histoire, elle est née un peu d'une histoire de copains, d'un pari dû à un restaurateur qui aujourd'hui est décédé, Albert Parvaux, qui dans les années 1990 souhaitait... il était restaurateur, que ses clients puissent profiter d'un vin corrézien, puisque les clients déjà à l'époque, ça c'était il y a 25 ans et même 25 à 30 ans, commençaient à lui demander des vins locaux. Donc, tout le monde connaissait le Bordeaux, tout le monde connaissait le Bourgogne, mais les gens souhaitaient boire des vins locaux et il se souvenait que son grand-père et son père lui disaient qu'il fut un temps où il y avait des vins en Corrèze. Et donc c'est un peu comme ça que ça a commencé. Alors il y avait quand même quelques agriculteurs, peut-être qu'il y avait quelques lopins de vignes ici et là, ou pas du tout? Ici, toutes les familles, tous les grands-pères avaient des vignes, le mien comme les autres, qui n'ont pas viticulteurs de métier, mais tout le monde faisait son vin. Donc il y a quand même une tradition vigneronne qui s'est maintenue, pour des raisons à la fois climatiques et géologiques, mais à la fin des années 1990 ou à partir des années 2000, c'est redéveloppé un peu partout en France d'ailleurs, on en rencontre un peu partout, mais ici c'est redéveloppé la passion d'un vignoble de terroir. Et donc il y a notre vignoble a aujourd'hui 23 ans, puisque nous venons de dépasser nos 23 ans, et c'est né à l'origine sous une forme un peu d'aventure de copains, et c'est très vite devenu une affaire plus professionnelle, et nous avons voulu créer un vignoble qui soit pérenne, un vignoble de professionnels en confectionnant, en créant des vins de qualité. Vous précisez professionnel, c'est important de le souligner, puisque en Corrèze, vous faites partie avec la cave de Branceil, des Mille et une Pierres, des 2 principaux acteurs. Oui, bien Alors ça reste relatif à l'échelle de la viticulture. À l'échelle de la Corrèze, vous avez un domaine super important qui fait combien d'hectares? 24 hectares. Notre vignoble, c'est 24 hectares. Et comme vous le dites, avec nos amis de la cave de Branceil, de la coopérative de Branceil, nous ne sommes pas une coopérative, mais peu importe, la cave de Branceil, c'est 34 hectares. Donc, à tous les deux, nous représentons à peu près les 3/4 du vignoble corrézien actuel, qui fait à peu près 75 ou 80 hectares. Donc, nous sommes créés comme une société, puisque aucun de nous n'était vigneron, un d'entre nous était agriculteur, mais n'avait pas de vigne. Et donc, dès le départ, on a souhaité se structurer comme un domaine. C'est-à-dire que dès le départ, nous avons recruté une équipe de professionnels. Donc nous avons à la vigne ou au chai des professionnels qui sont des professionnels de la viticulture. Les initiateurs de ce projet, dont vous faites probablement partie, vous n'aviez aucune compétence en viticulture. Votre lien... c'est un lien familial avec cette partie de la Corrèze? C'est un lien affectif? Alors, on a tous un lien familial. Comme je dis souvent, la seule condition pour faire partie de notre vignoble, pour devenir partie prenante, associée, comme je dis ici, c'est qu'il faut avoir appris à nager dans la Vézère. C'est une façon de dire que nous n'acceptons parmi nous, parce que notre vignoble n'a pas de valeur financière ou de valeur de placement, si j'ose dire. Donc, c'est une valeur locale. C'est la rivière qui est à côté de la Vézère. Hein. Bien sûr, à 150 mètres là, derrière nous. Donc, c'est une attache patrimoniale, si j'ose dire. Nous avons tous, moi, ma maison familiale, elle est là sur les collines. Ma maison familiale a dépassé 100 ans. Donc, c'était la maison de mes grands-parents maternels. Donc, on a tous ici des attaches. Comme vous le disiez, aucun de nous n'avait de compétences particulières en matière de vigne, mais nous sommes tous attachés à ce terroir. Et il se trouve que le hasard a bien fait les choses, puisque nous avons Albert Parvaux, dont je parlais tout à l'instant, qui a été à l'initiative de ce projet,
connaissait un des plus grands œnologues du XXe siècle, hélas mort du Covid il y a peu de temps, Jacques Puiset, qui était un homme de l'Anjou, et qui nous a aidés bénévolement. Relancer l'aventure? Sans Jacques Puiset, l'aventure n'aurait pas pu redémarrer? Non, sans Jacques Puiset, l'aventure n'aurait pas pu se poursuivre, en tout cas au-delà de quelques années, peut-être au début. Mais donc nous avons, je pense, franchi le cap où aujourd'hui on peut dire qu'on est pérenne, même si on a encore beaucoup de travail à faire. Jacques Puiset a accepté dès le départ de se passionner pour ce vignoble. D'abord, c'était un nouveau vignoble. Il me disait souvent, c'est la première fois qu'on vient me demander de créer un vignoble. Généralement, on vient me demander des conseils pour développer un vignoble, pour améliorer un vignoble. Et la première fois... C'est pour le créer. Pour la première fois, voilà, quelqu'un est venu me demander de créer un vignoble. Alors qu'est-ce qui l'a attiré? Ce rapport au schiste peut-être? En grande partie, c'est le rapport au schiste. La première fois, de loin, il a commencé par dire non, et puis il est venu, il a vu le sol, il a vu la terre, le schiste. Et comme il disait souvent... vos vins doivent avoir la gueule de l'endroit. C'était une de ses expressions favorites, on le sait. Et donc, dès qu'il a vu les collines de schiste orientées sud-ouest, avec une influence océanique, donc ventilées, il s'est dit c'est l'occasion de recréer un vignoble à partir de rien, sachant qu'il y avait ici une tradition viticole. Et que nous a-t-il apporté? C'est lui qui nous a fait découvrir, par exemple, le cépage chenin, en blanc. Tiens donc. Et ici, évidemment, aucun d'entre nous, même les anciens, ne connaissait le chenin. Eh bien, parce qu'on sait aujourd'hui, et on l'a vérifié, que c'est quand même le chenin qui est le cépage le plus adapté au schiste ardoisier et qui fait les meilleurs vins. En France, l'Anjou l'a démontré, en Afrique du Sud, c'est le cas. Il nous a fait également découvrir le Cabernet Franc, parce que nous sommes à 200 km de Bordeaux, et ici, tous les anciens, dans toutes les familles, buvaient du Bordeaux. Et Jacques nous a expliqué, et il avait raison, j'en témoigne, que le merlot n'est pas le cépage le plus adapté pour le schiste, que c'est bien le cabernet franc. Vous voyez, il nous a appris, entre autres, il nous a appris plein d'autres choses, mais il nous a notamment fait planter du chenin et du cabernet franc, qui sont aujourd'hui nos deux cépages AOC. Est-ce que ces deux cépages, historiquement parlant, on en a trace? Non, non. Ici, on n'a aucune trace du chenin, bien sûr. Alors, il y avait des blancs, il y avait des rouges, mais c'était plutôt, alors en rouge, des bacchos, des hybrides, la folle blanche, etc. Tout un tas de cépages hybrides. Mais on n'avait aucune trace, en tout cas, ni du chenin, ni du cabernet franc. Je vous dis, moi, lorsque j'étais enfant... mon père et mon grand-père avaient du bacchot en rouge, mais on sait ce que vaut le bacchot. Hein. Ça n'est pas réputé pour être un grand vin et pas adapté au schiste en tout cas. Les premières plantations, du coup, à quand remontent-elles concrètement? La première plantation, c'est le printemps 2003. Et donc nous avons planté en 2003 une première plantation. Paradoxalement, Jacques Puiset venait juste d'arriver, donc nous lui avons désobéi dès le départ puisque nous avons planté une parcelle de chardonnay en blanc, vous voyez. Mais très vite, on a basculé dans le chenin. Donc ça démarre sur quelle surface? Combien d'associés? Comment ça se passe? Alors la première plantation, c'est 2003, c'est une parcelle de chardonnay qui fait 1 hectare. Et à l'époque, il y avait 11 personnes, 11 associés. Donc aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 60. 60, ça c'est une structure particulière. Alors c'est une structure, c'est un peu. C'est pas une structure coopérative. Hein, Non, nous ne sommes pas une coopérative. Non, une coopérative, ce sont généralement des agriculteurs qui ont tous des outils, qui ont un savoir-faire agricole et qui savent cultiver la vigne ou au moins manier des tracteurs, etc. Ce qui n'était évidemment pas notre cas. D'autant plus que Jacques Puiset ne souhaitait pas que nous soyons en coopérative, ce qui tombait bien parce qu'il disait il faut que tout ceci soit sous le contrôle de professionnels. Il disait souvent la viticulture est un métier de passion, mais c'est un métier de professionnel. Et je vous assure que faire du bon vin et du vin de qualité tous les ans, malgré les aléas climatiques, les différences de saisonnalité, etc., c'est quand même un métier de professionnel. Donc nous étions 11 au départ et aujourd'hui nous sommes un peu plus de 60. Encore une fois, tous, la particularité de tous ces membres de la CAB, c'est que nous avons tous des attaches ici. Alors certains évidemment habitent Paris ou habitent Lyon, ou je ne sais quoi, mais ils ont tous leur maison familiale ou leur enfance ici. C'est un critère auquel nous tenons.
Donc 60 associés, Oui. une équipe qui est Alors, embauchée par les Coteaux de la alors, Vézère, par la structure. Moi, il se trouve, en l'occurrence, je suis le président de la cave, mais donc j'ai à ma disposition ici pour travailler la vigne une équipe de professionnels à la vigne. Vous êtes Ici- combien du coup? Alors à la vigne, j'ai 6 salariés à plein temps, permanents, Belle en équipe. quelque sorte, ce qui n'est pas important, mais qui est quand même significatif, sans compter les saisonniers en cours d'année. Et donc à la vigne, j'ai 3 permanents qui cultivent la vigne, qui ont pour l'un 15 ans de métier, pour l'autre une dizaine d'années, etc. Donc qui sont des spécialistes de la culture de la vigne. Nous sommes conseillés par des conseillers de Cahors qui viennent nous conseiller pour la vigne. Et de même au chai, vous avez aperçu tout à l'heure Stéphanie qui s'occupe du chai, de la vinification. Hein. Et puis ici, j'ai une commerciale, bien sûr, parce qu'il faut produire du vin, il faut le vendre aussi. Combien de bouteilles sur des années normales, alors, je précise? À la fois en termes de production, avec 24 hectares, nous produisons en moyenne 70 000 bouteilles par an. Alors, 70 000 bouteilles, c'est quand même des très bonnes années où nous allons en produire 100 000 et puis des années avec un aléa climatique important, comme par exemple c'est le cas de 2025, où la sécheresse va nous limiter à 55 000 bouteilles. Peu de volume. Mais grande qualité, mais peu de volume. Et nous vendons aujourd'hui à peu près 70 à 72 000 bouteilles par nous-mêmes. Hein. Alors on a quelques grossistes, mais c'est principalement des particuliers. Pour la moitié, c'est des particuliers et l'autre moitié, c'est des professionnels. L'essentiel étant vendu dans la région, c'est-à-dire à Limoges, jusqu'à Périgueux, voire jusqu'à Cahors, etc. Nous commençons à avoir des professionnels, des cavistes par exemple, ou des restaurateurs sur Bordeaux, quelques-uns sur Paris aussi, à Boulogne-Billancourt, à Paris, etc., ou dans le sud de Paris. Et nous commençons à nous faire connaître. Notre principal problème aujourd'hui, c'est de nous faire connaître. Et si vous m'emmeniez dans vos vignes pour que je connaisse Mais un petit volontiers, peu on vos va vignes profiter et essayer de passer entre les gouttes? On va y profiter d'une éclaircie pour aller dans les vignes. Je vais vous amener à la parcelle de la Cabane Bleue. C'est parti pour les vignes. Alors, peu de bruit parce que nous sommes dans une voiture électrique. Toutes les vignes des Coteaux de la Vézère sont situées dans un périmètre de combien de kilomètres à peu près? De 8 km. Nos vignes sont dans 3 secteurs, sur 3 communes. La commune de Voutzac, là où nous allons, nous avons 3 hectares. La commune d'Alassac, où nous avons une petite dizaine d'hectares. Et le reste étant c'est-à-dire à peu près pareil, 9 hectares, sur Donzenac, donc 3 communes qui sont côte à côte, et au total sur les collines de schiste, bien sûr, entièrement, puisque nous ne plantons que sur du terrain collines de schiste. Et là on passe sur la Vézère avec un pont en schiste magnifique. Alors nous passons sur un magnifique pont, le pont du Saillant, qui est un pont du XIIIe, XVe siècle, qui est un pont ancien, entièrement en ardoise bien sûr, comme vous pouvez le voir. Ici toutes les maisons, vous le voyez dans ce magnifique village du Saillant, toutes les maisons sont construites en pierre d'ardoise et recouvertes en pierre d'ardoise, recouvertes en ardoise. Ce qui est la pierre du pays, hein, puisqu'il n'y a rien d'autre ici sous nos pieds que l'ardoise. Au-delà des Coteaux de la Vézère, dans cette partie de la Corrèze, combien de domaines au-delà du vôtre? Alors dans le nord de la Corrèze, puisque la viticulture corrézienne, elle est essentiellement au sud de la Corrèze, hein, sur le versant Dordogne, si j'ose dire, entre Brive, Messac, Argentat, donc la vallée de la Dordogne. Et au nord de la Corrèze, nous sommes peu nombreux. À ma connaissance, on n'est pas plus de 3 ou 4 vignerons au nord du bassin de Brive. Vous avez ici un autre domaine, petit domaine de 3-4 hectares, qui s'appelle le domaine La Bonta, le domaine qui est là planté sur les collines de Voutzac. Et puis vous avez aussi à Ségur-le-Château, à quelques kilomètres d'ici, un peu plus au nord, un autre domaine qui également est sur un terroir à moitié schisteux, à moitié argilo-calcaire. Donc les champs d'ardoise aussi. Alors les champs d'ardoise, oui tout à fait, qui est également sur la commune de Voutzac principalement, qui est ici. Alors il y a de nouveaux vignerons, de jeunes vignerons qui veulent s'installer. C'est sympathique, hein, c'est un peu la même partout en France comme ça, parce que la vigne est devenue aujourd'hui
un secteur qui attire. C'est quand même une activité très difficile avec les aléas climatiques. Mais c'est un domaine, une activité qui attire beaucoup, notamment des jeunes. Et je reçois régulièrement des jeunes, encore un récemment, qui cherchent à acheter ou à planter un petit domaine en commençant par 1 ou 2 hectares et qui cherchent à planter dans ce terroir corrézien. Ça grimpe pour arriver sur votre parcelle? Alors là, nous sommes en train de gravir la colline de Vertougy. Vertougy, comme je le dis quelquefois, ça fait sourire, ou pas sourire, mais c'est notre Saint-Émilion à nous. C'est-à-dire que c'est un village planté à 300 mètres sur une colline, à 300 mètres d'altitude, et qui est cité au 5e siècle par les moines de Limoges, comme étant le lieu où se situe leur meilleur vignoble, leur meilleure vigne. Et donc ce village de Vertougy, nous y avons, nous, 3 hectares, là où nous allons, et qui domine le nord du bassin de Brive. Vous voyez que même s'il y a un peu de brume et un peu de brouillard ce matin, on voit à 25 ou 30 km, et les collines que l'on aperçoit tout à fait là-bas à l'ouest sont des collines qui sont en Dordogne. Donc on est vraiment au sud de la Corrèze. Et on traverse des villages qui semblent ancrés, un peu figés dans le temps. Alors nous traversions ce vieux village de Vertougy, qui est un village où toutes les maisons sont des maisons vigneronnes, et où toutes les maisons ont dans leur sous-sol des cuviers, parfois des cuviers taillés dans le roc, dans la roche. Et là nous empruntons un petit chemin qui nous amène à cette parcelle que l'on appelle la parcelle de la Cabane Bleue. Alors une chose est certaine, je n'aurais pas pu la découvrir tout seul. Oui, la particularité de la Corrèze, c'est que souvent il faut découvrir, il faut savoir découvrir les parcelles qui sont bien cachées. Le tourisme chez nous est encore au stade premier du développement. On n'est pas encore outillé, on n'est pas encore équipé comme le sont des grands vignobles comme le Bordelais ou la Bourgogne pour accueillir des touristes à longueur d'année. Et là, on a un paysage automnal assez remarquable, avec un petit brouillard, quelques feux de cheminée, cette cabane de vigne. On a un décor de carte postale ici. Oui, on a un décor de carte postale. Il nous manque juste un tout petit rayon de soleil ce matin, mais on a un décor de carte postale. Et nous voilà devant la cabane bleue. Donc une parcelle parmi toutes celles que vous avez au coteau de la Vézère. Vous avez combien d'îlots de vignes comme ça chez vous? Alors au total, nous avons, sur les 24 hectares, nous avons 27 îlots avec des noms différents. Ici, donc, nous sommes dans une des parcelles les plus emblématiques que maintenant beaucoup de nos clients connaissent, qui s'appelle la parcelle de la Cabane Bleue et qui donne lieu à une production, généralement tous les ans, en tout cas lorsque la qualité est au rendez-vous, qui s'appelle qui est un rouge Cabernet Franc AOC, parcelle de la Cabane Bleue, qui est une cuvée spéciale. Alors est-ce qu'on est sur du schiste? J'ai envie de le croire quand je me tourne sur la droite et que je vois le chemin. A priori, il y a peu de doute sur la géologie de cette parcelle. Oui, ici, les cailloux, quand on se baisse pour ramasser une pierre ou un caillou, c'est forcément un morceau de schiste, un morceau d'ardoise. Effectivement, oui, nous sommes à 100% sur du schiste. D'ailleurs, vous voyez la cabane elle-même, les murs, c'est des murs de pierre d'ardoise et le toit, la toiture, c'est des ardoises de couverture. Et elle est bleue parce que, non pas que nous l'avons peinte, elle n'a pas du tout été peinte, simplement c'est qu'il y a des générations de grands-pères qui ont répandu, qui ont sulfaté la treille qui est sur cette petite cabane avec de la bouillie bordelaise. Ils n'ont pas lésiné, je pense. Ils n'ont pas lésiné parce qu'à l'époque, on avait peut-être moins de scrupules avec ces produits, bien que, encore une fois, la bouillie bordelaise est autorisée en culture bio. Donc nous, qui sommes en bio, nous utilisons de la bouillie bordelaise. Et donc c'est ce qui a donné cette jolie couleur. Alors aujourd'hui, il nous manque peut-être un rayon de soleil, mais c'est ce qui donne cette couleur très emblématique, le bleu ardoise, si j'ose dire.
Et alors là, nous sommes au-delà de cette parcelle, si on dézoome un petit peu, on est dans un paysage assez grandiose. On est dans un paysage assez grandiose, puisque par exemple la colline tout à fait là-bas à l'horizon, qui est une forme de coque de bateau renversé, qui s'appelle le Puy d'Islandon, est à 15 km. Et même au-delà, si à travers la brume, on aperçoit des collines encore un peu plus loin, et là nous sommes déjà en Dordogne, donc nous sommes au-delà de 20 km. Donc on a évidemment des vues exceptionnelles avec toutes ces collines verdoyantes, de bocage si j'ose dire, avec beaucoup d'arbres, mais aussi beaucoup de prairies, donc c'est un paysage assez agréable. Est-ce que ces expositions sont représentatives de l'ensemble des vignes que vous avez, ou on a des expositions différentes? Non, toutes nos vignes, ou en tout cas la quasi-totalité, sont exposées face à l'ouest. La Bordeaux, la région, la côte atlantique est en face de nous, à 220 km bien sûr, mais et comme le disait souvent Jacques Puiset, notre œnologue depuis le départ, qui fut notre œnologue pendant plus de 20 ans, nous avons un climat océanique, continentale bien sûr, mais océanique, ça veut dire avec une forte ventilation, puisque entre ici et la mer, il n'y a aucune colline qui pourrait arrêter ces ventilations et cette aération, et qui est un climat particulièrement favorable à la viticulture. Climat océanique, un peu d'altitude malgré tout? Alors, altitude, oui, si l'on veut, parce que la Vézère qui coule en bas, là, au pied des collines, et qui est à 150 mètres, là, nous sommes aux environs de 300 mètres. Et donc nous avons, la plupart de nos vignes sont entre 200 et 300 mètres, ce qui est un peu l'idéal, puisque on n'est jamais dans les bas-fonds, dans les lieux où s'accumule la brume, notamment à l'automne ou en hiver, et donc toutes nos vignes sont bien ventilées. Donc nous avons effectivement des caractéristiques typiques pour la vigne. Alors, climat océanique, des vignes à des altitudes optimales, enfin comme dans des grandes régions viticoles, une géologie avec du schiste qui est quand même une roche qui a fait ses preuves sur des grands vins. Qu'est-ce qui manque à la Corrèze pour qu'il y ait un petit peu plus de rayonnement autour de ces vins? Ce qui nous manque, c'est la notoriété, de nous faire connaître. La Corrèze est aujourd'hui une magnifique région, un département exceptionnel, par la qualité de vie, par son environnement, ici tout est bio. Je veux dire, nous n'avons pas beaucoup de mérite à être en bio, dans la mesure où... Le climat océanique ne vous joue pas de mauvais tours sur certaines années? Non, je dis quelquefois, en tout cas, il ne nous joue pas de plus mauvais tours que dans bien des régions. Et par exemple, pour la sécheresse, pour cette année, on a souffert de la sécheresse, on a perdu une partie de notre récolte parce que les baies à la vendange étaient des petites baies dues à la sécheresse. Mais en même temps, nous n'avons jamais eu vraiment de perte de récolte totale. Par exemple, en 23 ans d'existence, notre vignoble n'a jamais été ravagé par la grêle. On a plutôt de temps en temps des épisodes gelifs sans doute. Des épisodes. Alors non, le gel non plus, parce qu'encore une fois, les gens pensent que plus on est en altitude sur les collines à 300 mètres, on gèle plus que lorsqu'on est à 100 mètres en altitude, en bas des collines. Non, en réalité, les collines étant ventilées, il fait moins froid sur les collines en hiver qu'il ne fait dans les fonds de la vallée, dans les contrebas. Et donc on n'a ni eu grêle, ni eu gel. On a, oui, un peu de mildiou de temps en temps, puisque surtout on est en bio, donc on ne peut pas lutter très très efficacement contre le mildiou lorsqu'il est déclaré, donc on fait plutôt de la culture préventive. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on a quand même des conditions climatiques, des conditions de culture qui sont quand même favorables, même si, encore une fois, sur les 5 dernières années, on a quand même beaucoup souffert, mais comme partout, des aléas climatiques, épisodes années de sécheresse, épisodes années d'excès de pluie. En grimpant jusqu'à cette parcelle, on a pu voir quelques terrasses. Est-ce que c'est un marqueur aussi des coteaux de la Vézère? On a des terrasses comme ça pour dompter un petit peu ces coteaux? Oui, et d'ailleurs c'est né bien avant nous. Déjà, les terrasses que vous avez remarquées en montant, ce sont des terrasses qui, à l'origine, datent du 19e siècle et bien avant l'épisode récent de viticulture, parce qu'à l'époque, on retenait la terre avec ces fameuses terrasses, que ici on n'appelle pas restanques, c'est comme dans le Midi, mais des terrasses qui permettaient de planter de la vigne sur des pentes qui sont sinon non
cultivable parce que c'est beaucoup trop pentu. Et au Coteau de la Vézère, vous avez aussi des parcelles avec des terrasses. Nous avons effectivement une parcelle, d'ailleurs qu'on appelle les terrasses, qui est une parcelle plantée de chenin, qui nous permet certaines années de faire des cuvées exceptionnelles de chenin, parce que ça permet d'avoir des vignes particulièrement saines, bien ventilées, et donc on a une parcelle. Alors toutes nos parcelles sont sur des pentes, mais certaines sont sur des pentes qui nous conduisent à les planter en terrasse. Vous évoquez le chenin et une cuvée spécifique. Le moment est peut-être venu de regagner votre cave pour peut-être déguster cette cuvée, par exemple. Oui, tout à fait. On va redescendre à la cave, donc au chai et à la salle de dégustation, et vous allez pouvoir déguster certaines de nos cuvées, de nos millésimes, et même des cuvées spéciales, comme par exemple en rouge la cuvée de la Cabane Bleue. Eh bien, nous n'attendons que ça. C'est parti. Nous voilà donc de retour à la cave, dans notre lieu de dégustation, dans notre caveau, si j'ose dire, avec l'ardoise qui est présente sur les murs. C'est ce que j'allais dire, le schiste ne nous quitte jamais. Nous sommes restés dans l'ambiance, nous n'avons rien changé, puisque lorsque nous avons racheté ce bâtiment, c'était une ferme, donc une ferme ancienne, probablement qui date du 19e siècle, avec des murs en pierre d'ardoise, comme vous pouvez le voir, et un sol en pierre d'ardoise également. Et donc nous sommes dans le jus, si j'ose dire. Alors, votre gamme est constituée de nombreux vins, si j'ai bien compris. Alors, nous avons 11 vins différents actuellement à la vente. Comme je vous le disais, vous les avez devant vous, aussi bien des blancs, des rouges, des rosés, avec des vins qui sont pour cette gamme que l'on appelle gamade, qui est le nom de ce petit oiseau, en français une fauvette à tête noire, emblématique de la région, des vins IGP Pays de Brive, et ici nos deux vins blancs Chenin et rouge Cabernet Franc, qui sont des vins AOC, qui ont le nom de Les Perrières, en blanc Chenin et donc en rouge Cabernet Franc, notamment cette cuvée de la Cabane Bleue, cuvée spéciale de la Cabane Bleue dont je vous parlais tout à l'heure, puisque notre intention, notre volonté, c'est de mettre en valeur les parcelles, puisque chaque parcelle, encore une fois, je l'explique souvent à nos clients, chaque parcelle a ses caractéristiques, même si les cépages sont les mêmes, chaque parcelle donne des caractéristiques
parfois, et même souvent, assez différentes. Et même, comme vous le voyez... Un pétillant naturel de Chenin, voilà, comme dans la Loire. Depuis maintenant, pour la 2e année, nous produisons un pétillant naturel, un pétnat, comme l'on dit maintenant, qui est un vin chenin, à base de chenin, vinifié selon la méthode ancestrale. La fermentation ayant lieu dans la bouteille, c'est ce qui donne le pétillant. Et donc il est zéro sulfite, zéro ajout de quoi que ce soit. Nous n'allons pas déguster toute votre gamme parce qu'elle est large. On va se concentrer sur 2 cuvées de Chenin et une cuvée de rouge, la Cabane Bleue où nous étions il y a quelques minutes. Donc nous allons commencer par notre Perrière Chenin Sec 2020, qui est un peu notre vin emblématique, caractéristique de nos schistes et de notre vignoble. Et là, vous me dites 2020 ? Oui, c'est un 2020, puisque je sais bien qu'aujourd'hui, les consommateurs, pas forcément les professionnels, mais les consommateurs, le grand public, préfèrent des vins blancs frais et jeunes. Mais la particularité alors c'est tout souvent vrai sur beaucoup de cépages, mais la particularité du Chenin, c'est qu'il nécessite de ne pas être bu très jeune. Il vaut mieux avoir 2-3 ans d'âge pour que... cette minéralité due au schiste, ces caractéristiques de pamplemousse, d'agrumes se développent. Et donc, nous préférons servir nos vins, faire déguster nos vins quand ils ont au moins 2-3 ans d'âge. Et c'est ceux-là que vous commercialisez aussi ? Actuellement, c'est ceux que nous commercialisons actuellement, bien sûr. Merci. Voilà, donc là, vous voyez la couleur, qui est une couleur dorée, caractéristique du Chenin, qui est très très clair, très 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 lumineux, et qui développe au nez des arômes d'agrumes, des arômes caractéristiques du Chenin. Oui, très frais, ça dégage beaucoup de fraîcheur. Oui, très fraîcheur, de minéralité, donc, et c'est un vin qui a une longueur en bouche exceptionnelle. C'est une des caractéristiques principales du Chenin par rapport à d'autres cépages, et qui va s'accommoder aussi bien de poissons ou de certains produits tels que les fruits de mer, les coquillages, etc., mais aussi avec des fromages, avec des plats en sauce, par exemple avec un blanc de poulet à la crème, des choses comme ça, ou du veau, et vous verrez que c'est un vin qui va résister à tous ces produits. C'est un vin qui Jacques Puiset nous disait souvent, c'est un vin qui ne se boit pas seul. Il ne se boit pas seul parce qu'on déguste rarement un vin tout seul, c'est toujours avec des amis. Le vin, c'est un porteur d'amitié. Et puis, c'est un vin qui se déguste avec des plats, qui accompagne des plats. Alors, ce qui me marque dans ce vin, c'est sa finale qui est vraiment marquée par beaucoup d'amertume. Ça laisse pas indifférent. Par contre, ce n'est peut-être pas consensuel. Le Chenin, effectivement, on peut ne pas aimer parce que c'est un vin qui est moins facile à boire que beaucoup d'autres, moins facile à boire que le Chardonnay. C'est ce qui va lui permettre d'avoir cette très belle longueur en bouche, puisque, comme on le sait, l'amertume, c'est une senteur que l'on ressent principalement en avalant le vin, et qui va permettre d'accompagner tous ces plats en sauce, par exemple. Alors là, on revient où nous étions dans les vignes avec une cuvée cette fois de rouge, Cabane Bleue, qui fait écho à la petite cabane qu'on a vue il y a quelques minutes. Évidemment, on change de cépage. On est sur quel cépage cette fois ? On est sur un cépage Cabernet Franc, donc c'est un vin AOC Corrèze 100% Cabernet Franc, millésime 2022. Qui est une année plutôt de beau temps, plutôt de sécheresse. C'est une année assez agréable à vendanger et à vinifier. Et nous ne le faisons pas tous les ans, mais dès que nous le pouvons, nous préférons faire des sélections parcellaires. Et donc la Cabane Bleue, nous étions tout à l'heure, nous permet une année sur 2 ou une année sur 3 de pouvoir faire un vin monoparcelle, comme l'on dit, non seulement monocépage, mais monoparcelle, avec des caractéristiques. Alors là, on est sur du Cabernet Franc, donc on n'est pas tout à fait, on n'est pas sur les mêmes senteurs que les merlots ou les pinots, qui sont aussi une des caractéristiques de certains de nos vins rouges, mais on est sur des vins plutôt fruits noirs, on est sur du cassis, on est sur un vin poivré en bouche. Alors, je précise que la totalité de nos vins, aucun de nos vins n'est boisé, aucun de nos vins, nous n'avons pas de
de barriques en bois et encore moins de copeaux de bois dans nos cuves inox, puisqu'on cherche avant tout la caractéristique du fruit, la caractéristique du vin, et pas à uniformiser ou à masquer ou à je ne sais quoi. Donc c'est votre unique contenant l'inox? Oui, l'inox, exactement. Alors on a récemment acquis des foudres en bois pour faire de l'élevage un peu, de vieillissement, mais on cultive, on vinifie tout en cuve inox. Et comme vous pouvez le constater en bouche, c'est un vin qui est particulièrement agréable, particulièrement délicat. C'est un vin assez élégant qui va accompagner aussi bien une côte de bœuf limousine que de l'agneau ou des viandes, des choses comme ça, ou des fromages à pâte très forte, à goût très, très, très fort. Mais c'est un vin élégant et qui correspond surtout au goût moderne. Les clients, on le voit avec, on l'a vu encore cet été, nos clients, les touristes ou les clients qui viennent comme ça de temps en temps à la cave veulent aujourd'hui des vins rouges qui ne soient pas tanniques, pas trop alcoolisés bien sûr, mais c'est des vins qui doivent être légers à boire, frais en termes de température, mais frais en termes de fraîcheur en bouche, et pas ces vins lourds qu'on buvait il y a encore quelques années. Les clients veulent des vins et des vins jeunes, et des vins rouges jeunes. Alors, on produit d'ailleurs peu de rouge, hein. On a aujourd'hui pas assez de rouge, hein. On n'a pas planté suffisamment de vignes de vin rouge. On va les années prochaines planter probablement plus de rouge que de blanc parce que les vins rouges corréziens n'avaient pas forcément très bonne réputation. Aujourd'hui, donc, on a, je pense, inversé la tendance. Les clients apprécient nos rouges et donc on va se remettre à planter plus de rouge que de blanc pendant quelques temps pour équilibrer, puisqu'aujourd'hui on fait à peu près 60% de vin blanc et 40% de vin rouge ou rosé, et donc je pense qu'il faut qu'on arrive à 50-50. Les coteaux de la Vézère vont s'étendre un petit peu? Oui, notre objectif a toujours été 30 hectares, c'est-à-dire à peu près 130 000 bouteilles ou 140 000 bouteilles à l'année. Alors les années de sécheresse ou les années de pluviosité, ce sera moins, mais c'est à peu près l'optimum que nous sommes fixés, la maturité, si j'ose dire. Aujourd'hui, on a 24 hectares. Alors nous avons déjà acquis les terrains, les 6 hectares qui nous manquent. En termes de terrain, nous les avons déjà, mais ils ne sont pas encore plantés et ils vont être plantés au cours des années qui viennent, probablement à raison de 1 hectare ou 1,5 hectare tous les ans. Pour conclure, on va revenir sur le blanc. Vous évoquez le côté majoritaire de votre production avec les blancs. Et là, on va changer de registre puisqu'on va aller sur un vin avec des sucres résiduels. Nous revenons au chenin, mais de même que sur les secs, sur les chenins secs que nous avons dégustés tout à l'heure, il y a un instant, les pays de Loire, l'Anjou est notre modèle, hein, et pour cause. Le chenin de Loire, c'est quand même la référence en France. Nous avons comme objectif également de produire les années favorables, les années climatiquement favorables, une dernière vendange, vendange tardive que nous appelons dernière vendange à base de chenin, 100% chenin. Alors, moins sucré malgré tout qu'un coteau du Layon, qui sont aux environs de 100 grammes de sucre par litre. Nous sommes plutôt aux environs de 50-55 grammes, parce que nous ne voulons pas faire de vin liquoreux. Aujourd'hui, le client n'aime pas trop les vins liquoreux, les vins trop sucrés, donc nous faisons un vin moelleux avec à peu près entre 50 et 60 grammes de sucre naturel par bouteille. Et nous n'y arrivons pas tous les ans parce que, évidemment, il faut choisir le bon moment, la bonne saison. Il faut que le mois de septembre soit beau, et même jusqu'au mois d'octobre, puisque généralement, c'est des vins qui sont ramassés, des raisins qui sont ramassés début octobre, c'est-à-dire un mois plus tard que les premiers chenins qui nous servent à faire du sec. Ce sont des raisins avec du botrytis ou du passerillage? Non, c'est du passerillage. On n'a ici pratiquement pas de botrytis, c'est du passerillage. Et c'est le deuxième passage, c'est-à-dire que généralement dans nos parcelles, on passe une première fois et on laisse quelques belles grappes, qui nous permettent de revenir un mois plus tard vendanger des raisins qui sont passerillés et qui nous permettent de faire ce vin blanc qui, lui, va s'accommoder évidemment de foie gras, bien sûr, va accompagner du foie gras, mais tout autant des fromages. Et par exemple, un bleu d'Auvergne, donc fromage à pâte bleue, un bleu d'Auvergne, c'est quand même un accord mévin exceptionnel. Malheureusement, le climat ne nous permet pas d'en faire tous les ans. Donc là, une aromatique qui tranche, hein, évidemment.
Oui, il y a une aromatique qui tranche. Alors ça rappelle un peu les Coteaux du Layon ou des choses comme ça, mais c'est quand même beaucoup moins sucré qu'un Coteau du Layon. On a des notes beaucoup plus concentrées, beaucoup plus Oui, bien sûr. On a un très bel équilibre. Hein. Ah oui. Le sucre est parfaitement intégré. Alors voilà, il faut qu'on sente le sucre quand même. Alors généralement, on le sent avec le bout de la langue, hein, puisque le sucre, c'est tout de suite à l'entrée de bouche. Et puis ensuite, au niveau de l'arrière-bouche, on sent quand même la minéralité. Et donc c'est cet équilibre que nous tenons à préserver, cet équilibre qui permet d'en faire un succès, puisque les années où on en fait que quelques milliers de bouteilles, généralement entre 3 et 5 000, pas plus, que l'on vend assez facilement. Et d'ailleurs, il pourrait vieillir, mais c'est un 2022, donc vous voyez que c'est un vin sucré, un vin moelleux, mais jeune, puisque ça c'est un vin qui va vieillir 10 ans facilement. Alors il va perdre de sa minéralité, mais il va devenir un petit peu plus... pâte de coin, vous voyez, ce petit côté un petit peu plus vieux, un petit peu plus ancien. Et là, il va être surtout agréable avec un vieux Cantal. Pas de vin paillé du côté des Coteaux de la Vézère? Non, pas de vin paillé chez nous, donc c'est la spécialité de nos amis vignerons de vin de paille, là-bas du côté de Messac, au sud de Brive, qui eux font des vins beaucoup plus sucrés, des vins beaucoup plus d'apéritifs, voire de repas, mais des vins qui ont des caractéristiques. C'est une autre vinification, donc c'est pas notre référence, c'est plutôt les cépages et les vins de Loire. La Loire en Corrèze. Eh bien, Monsieur Moret, on va vous remercier pour ce temps accordé. Et on se revoit peut-être dans quelques années pour voir l'évolution des Coteaux de la Vézère. Volontiers, on se reverra quand vous voulez, bien sûr, puisque on a une opportunité, c'est que nos vignes vieillissent, et donc on sait qu'on fait des meilleurs vins rouges avec des vignes qui ne sont pas très jeunes. Même le Cabane Bleu que vous avez dégusté il y a un instant, c'est des vignes qui ont à peine 15 ans, hein, qui ont une quinzaine d'années, et on sait que l'optimum pour des rouges, c'est des vignes qui ont entre 15 et 30 ans, et qu'en dessous de 15 ans, on ne fait pas généralement des très grands rouges. Et donc nous nous reverrons quand vous voulez. Le meilleur est à venir, je n'en